Bonjour à vous, Malika Sorel. Bonjour. Et merci de votre présence. Vous êtes numéro 2 sur la liste Rassemblement national aux européennes. Essayiste et désormais engagé en politique, vous allez réagir aux nombreux sujets dans l'actualité, dans le discours de Gabriel Attal sur l'hyperviolence de certains jeunes. Le Premier ministre qui a affirmé que la culture de l'excuse était finie. Qu'en pensez-vous? Qu'en est-il dans les faits? Au programme aussi, bien sûr, les élections européennes dans lesquelles vous êtes engagé. Nous parlerons des propos chocs de Jean-Luc Mélenchon et puis de votre rôle dans l'assemblage, Jordan Bardella, Marine Le Pen. Sur quel thème allez-vous vous engager, sachant que vous avez beaucoup travaillé auparavant sur les questions d'intégration? Pour vous interroger sur tous ces sujets, je suis entourée de mes camarades. Stéphane Dupont des Échos, bonjour à vous. Bonjour. Stéphane. Et Mathieu Bocoté, bien sûr. Bonjour à vous, Mathieu. Bonjour. Beaucoup de sujets à vous soumettre, Malika Sorel. Et tout d'abord, quand un maire est ciblé, évidemment, c'est toute la République qui est concernée. C'est le maire LR de Mions qui démissionne. Il dit être épuisé par un climat d'antisémitisme. Il a été l'objet de graves menaces. Un maire qui démissionne compte tenu de cela. Qu'est-ce que ça dit de notre pays, du climat aujourd'hui en France, selon vous? Ça dit beaucoup. D'abord, ce n'est pas nouveau. Donc lorsque certains s'étonnent et disent que se passe-t-il, ou le Premier ministre, comment en est-on arrivé là, cela fait très longtemps que cela est même consigné dans des rapports. Le rapport, le livre de Georges Bensoussan, Les territoires perdus de la République, je dirais les territoires que l'État a cédés. Parce que ce n'est pas la République qui a perdu, c'est l'État qui s'est désengagé et même l'État qui a fermé les yeux. Et ce que nous observons sur le terrain depuis très longtemps, donc amène à ce qu'un maire aujourd'hui démissionne. Mais si l'on lit par exemple, parce qu'il faut regarder les deux côtés. Si on lit par exemple l'enquête extrêmement fouillée qu'avait publiée la journaliste Eva Svetsel, Le maire et les barbares, pour montrer au travers d'un territoire précis, mais c'est valable dans d'autres territoires. Ce n'est bien sûr pas le cas de ce Mercy, qui malheureusement se voit contraint pour des raisons de sécurité de démissionner. Il y a eu une volonté de fermer les yeux et même de nourrir la bête ou le monstre. C'est-à-dire que pour clientélisme électoral, et ça a été mis en évidence, y compris dans le rapport de Terra Nova, qui mettait de manière cynique les chiffres sur la table et demandait à François Hollande d'aller courtiser un certain vote, parce que, rappelez le Terra Nova, 500 000 à 750 000 personnes sont naturalisées tous les 5 ans, c'est-à-dire ont le droit de vote. Et ce que nous observons aujourd'hui sur la montée de l'antisémitisme partout en France, à l'école, ça avait été observé, le rapport Robin et les territoires perdus de la République de Georges Bensoussan, à l'école, nous en avions fait également le constat et tirions la sonnette d'alarme au niveau du Haut Conseil d'intégration, et c'est consigné dans des rapports, et c'est même parce que nous en avions parlé dans le cadre de l'enseignement supérieur, parce que tout est lié, que nous avons été dissous au printemps 2013. Donc vous voyez, quand on a voulu... Absolument, parce que nous parlions dans le rapport... Vous voulez dire que parce que oui, certains ont dit, on décrit les choses, qu'on a fermé les yeux, qu'on a fait la politique de l'autruche? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'au printemps 2013, lorsque le président François Hollande décide de dissoudre le Haut Conseil d'intégration, qui avait été, il faut le rappeler, fondé par Michel Rocard, le Premier ministre Michel Rocard, pour réfléchir à un certain nombre de problématiques dont celle-ci, dont nous parlons. Nous avions dans ce rapport, et c'était une première, l'État a refusé de publier notre rapport, qui est un rapport officiel, et nous parlions de la montée des remises en question des contenus, des programmes dans l'enseignement supérieur, mais également la montée de l'antisémitisme, etc. Madame Sorel, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'accuser de clientélisme politique les socialistes, j'imagine une autre partie de la gauche, c'est ça que vous voulez dire? Alors, l'ancien président François Hollande, vous avez dit malheureusement, ils ont alimenté la montée de l'antisémitisme en France? Malheureusement, c'est une conséquence. Malheureusement, et je l'ai écrit dans mes différents ouvrages, et y compris dans le dernier, Les Dindons de la farce, cela n'est pas propre à un seul parti politique. On l'a observé sur quasiment tout l'échiquier politique, et dans mon livre, je donne même des exemples précis, y compris à droite. Donc ce n'est pas un problème lié à un parti politique, c'est très important de le garder en tête. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse en sorte que ces sujets-là soient portés par tous, au-delà des clivages partisans. Mais oui, lorsque vous vous retrouvez sur le terrain avec des maires qui observent l'évolution de leur démographie électorale et qui voient qu'on leur demande certains accommodements avec nos mœurs, notre façon de fonctionner, c'est-à-dire avec les principes républicains, si on veut résumer. À un moment donné, s'ils veulent être élus ou réélus, ils sont obligés de fermer les yeux. Et Xavier Lemoyne, le maire de Montfermeil, peut attester de la difficulté de résister. Très concrètement, qu'appelez-vous l'évolution de la démographie électorale?
L'évolution de la démographie électorale, c'est ce dont je viens de parler, c'est-à-dire Terra Nova, qui avait bien identifié qu'en 5 ans, il y avait entre 500 000 et 750 000 naturalisations. Et il pointait également la part de l'électorat musulman, qui est sensible à certaines questions. Et donc, à quelle question? en l'absence... la question, par exemple, lorsque vous venez d'une culture qui ne partage pas les mêmes fondamentaux culturels, les mêmes principes, les valeurs qui structurent votre identité, c'est une évidence que cela va se traduire au quotidien. Et sur ces aspects-là, il y avait eu des sonnettes d'alarme qui avaient été tirées sur cela. Et lorsque je parle de la démographie, oui, l'INSEE a dit, parce que Raphaël Glucksmann a dit, nous ne sommes pas face à une submersion migratoire. L'INSEE, en 2017, j'ai le tableau ici, si je remets la main dessus rapidement. Voilà, donc c'est un rapport officiel. Donc l'INSEE, en 2017, 44% de la hausse de la population provient des immigrés. 44%. Vous faites le lien entre les immigrés musulmans et la montée de l'antisémitisme en France, et donc, c'est ça ce qui se passe, c'est que si vous avez une intégration culturelle qui s'effectue, c'est-à-dire que vous vous appropriez progressivement les principes et valeurs de la culture de la terre d'accueil qui ne sont pas nécessairement compatibles. C'était le cas, le rapport Bentolila parlait de compatibilité entre les valeurs transmises à l'intérieur des familles et ce qui est transmis à l'école. Rapport Bentolila qui avait été remis au ministre Xavier Darcos. Si vous avez une compatibilité, une appropriation progressive des principes et des valeurs, la question ne va pas se poser. Si, à un moment donné, vous n'avez pas de compatibilité et que les personnes ne s'intègrent pas culturellement, là, ça va poser problème. Et je renvoie au sondage de l'IFOP, Mme Mabrouk, qui mettait en évidence que le chiffre, je crois que c'était 74% des jeunes musulmans de 18 à 25 ans, ou en dessous de 25 ans, pardon, placer la charia au-dessus des valeurs de la République, ce n'est pas anodin. Et ce qui était très important dans ce sondage. Mais alors comment fait-on ce qui était très important, oui, Sonia Mabrouk, c'est très important, parce que là, c'est la responsabilité de l'État. C'est que ce rapport mettait en évidence que pour les plus de 35 ans, il n'était que 25%. Mais Madame Sorel, ils sont français, donc français musulmans, français parfois de plusieurs générations. Comment fait-on? Vous-même, vous avez écrit il y a quelque temps, je cite, « La non-intégration culturelle ou non-assimilation aboutira tôt ou tard à la mise en minorité sur le sol français des idéaux français. » Oui. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on lutte contre ça? Je rappelle, ce sont des Français. Alors, ce que vous dites, avec le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, nous avions fait en sorte, c'est dans la dernière année de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République, nous avions rédigé une charte des droits et des devoirs du citoyen français que Claude Guéant a immédiatement déployé sur tout le territoire national, envoyé au préfet, et nous avons fait fondre le nombre d'octrois de nationalité française. Donc c'est vrai lorsque je dis ils sont français. Madame Mabrouk, s'ils étaient français, c'est-à-dire que si ils avaient, c'est comme moi j'ai vécu en Algérie, si vous dites quelqu'un est algérien ou marocain, dans le code de la nationalité marocain, il est spécifié, et moi quand j'étais auditionnée par la mission sur la nationalité, la réforme du code de la nationalité, j'avais dit, nous devons nous inspirer du code de la nationalité algérien et marocain. Que dit le code de la nationalité marocain? Et marocain, pour devenir marocain, et marocain, quelqu'un qui aura été perçu par les Marocains, mais également par les institutions marocaines, comme s'étant comporté comme un Marocain. Donc le problème est là. Et avec Claude Guéant, nous avons police de comportement et de mœurs. Ce qu'il faut, et je l'ai toujours écrit, je l'ai dit devant la commission sur la nationalité, le code de la nationalité française, il ne fallait pas que l'État viole lui-même le code civil. Dans le code civil, il était mentionné que l'assimilation, l'octroi de la nationalité française est subordonné à la réussite du parcours d'assimilation. D'accord, mais vous faites quoi, madame? Vous retirez la nationalité française à des gens qui ne respectent pas les principes que vous venez d'énoncer? On va déjà commencer par faire en sorte de faire coïncider de nouveau, et nous l'avions fait avec le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, sans aucune difficulté. Et les chiffres sont là pour attester que dans la dernière année, nous avons fait fondre l'octroi de la nationalité française, donc du droit de vote. Je rappelle, ce qui est très important, c'est le droit du vote et donc le statut d'architecte du projet politique collectif. Nous allons déjà commencer par faire en sorte que l'État respecte lui-même le code civil et donc que l'on superpose déjà les deux. Commençons déjà par ça et faisons en sorte
pour la nationalité, il n'y a pas que le droit du sol. Moi, j'ai toujours dit que le droit du sol, il fallait absolument l'abolir. Pour un certain nombre de raisons dont on peut revenir dessus, y compris la dissonance identitaire qui entraîne certains phénomènes de violence. Mais également, il faut également cesser de donner la nationalité simplement parce qu'on se marie avec un Français. D'accord, mais concrètement, il y a aujourd'hui, si je comprends bien votre raisonnement, il y a beaucoup de Français qui le sont administrativement, mais qui ne le sont pas culturellement. Nous le constatons. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces populations-là? Il faut chercher à les assimiler culturellement. C'est une parce que dans vos écrits, vous me corrigerez, j'ai souvenir que vous disiez l'intégration est un objectif possible pour l'État, mais l'assimilation, c'est autre chose, c'est un mouvement du cœur, c'est un mouvement individuel. Tout à fait. Donc, est-ce que l'État peut se donner comme mission d'assimiler ces populations? Non. L'État, pour vous, l'État ne doit pas chercher à assimiler ces populations. L'État, c'est pas sa mission. C'est qu'il ne le peut pas, Sonia Mabrouk. On ne peut pas obliger. On ne peut pas obliger. On doit par contre tout faire. On doit tout faire. Et merci pour votre question, parce que c'est important de rappeler, pour distinguer les différentes choses, pour pas qu'on s'égare. L'État a l'obligation d'obliger à l'insertion. L'insertion, c'est-à-dire le fait que toute personne qui foule le territoire français doit respecter les mœurs, les us et coutumes, les lois de la terre d'accueil. C'est ce que vous faites si vous partez au Japon. Moi, j'y étais il n'y a pas longtemps. Au Japon, vous arrivez, immédiatement, vous observez ce qui se passe dans l'espace public et vous vous conformez. Mais pour vous, l'assimilation n'est pas un objectif politique. Mais ce qu'il faut faire, c'est il ne faut pas mettre en musique ou déployer des politiques qui vont contrecarrer, empêcher l'assimilation. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour la favoriser, mais comme vous l'avez rappelé, c'est un processus qui se joue entièrement sur le registre moral et affectif. Vous ne pouvez pas l'obliger, vous ne pouvez pas obliger les gens à aimer la France. C'est pour ça que je parle toujours de la notion de français de cœur et d'esprit, mais par contre, vous devez contraindre les gens à respecter la France. Il y a une distinction à faire. Il y a des lois. Comment contraindre des gens? On peut l'entendre, et ça paraît même évident, mais comment contraindre des gens à respecter, comme vous dites, la France, c'est-à-dire son histoire, sa culture, ses mœurs? On va marquer une pause, c'est très intéressant, on va vous écouter sur ce sujet, parce que beaucoup de nos auditeurs et téléspectateurs vous découvrent également aujourd'hui, Malika Sorel, et vos idées. Une courte pause et on développe ces sujets. À tout de suite. Merci d'être avec nous, avec notre invitée Malika Sorel, numéro 2 sur la liste Rassemblement national de Jordan Bardella. Beaucoup de sujets à vous soumettre, Malika Sorel. On va poursuivre sur la laïcité. Ça a été le cœur du sujet notamment de Gabriel Attal à Viry-Châtillon. Le Premier ministre qui a dit « le pas de vague, c'est fini ». Il a affirmé qu'il ne voulait pas de guerre de religion à l'intérieur de l'école. Est-ce que vous y voyez une forme de prise de conscience, voire de sursaut ? Alors, moi, ce que j'ai vu dans le discours de Gabriel Attal, c'est qu'il m'a donné le sentiment d'être un spectateur. Et Raymond Aron disait « je suis un spectateur engagé ». Et là, j'ai eu le sentiment d'avoir un spectateur qui est complètement impuissant. C'était la lamentation. C'est-à-dire, comment en étant arrivé là, comment cela est-il possible? L'école doit rester un sanctuaire. Non, mais monsieur le Premier ministre, ça fait très longtemps que l'école n'est plus un sanctuaire. Quand c'est l'homme qui a interdit la baya et qui l'a fait, après des paroles, des actes, vous lui reconnaissez quand même quelques actions, ou alors vous estimez qu'il a été spectateur de tout? Il aurait dû rester à l'éducation nationale. Ça, pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire que dans un moment de gravité, parce que l'école joue un rôle extrêmement important, mais la famille avant. Parce qu'on a tendance à penser que la citoyenneté se construit dans la famille, dans l'école. C'est faux. La citoyenneté se construit d'abord dans la famille. Et ça avait été mis en évidence par beaucoup de travaux de chercheurs que je cite toujours dans mes ouvrages. C'est important que les citoyens aillent à la source. C'est-à-dire, on a beaucoup de chercheurs qui ont cherché et trouvé, et qui avaient mis en évidence que ce qui est transmis dans la famille, si c'est en opposition avec le projet et avec ce que les enseignants transmettent à l'école, l'enfant, et ça va se jouer dès l'école maternelle, va spontanément devoir arbitrer entre la figure du maître et la figure du parent. Et vous imaginez bien qui l'enfant va choisir. Dans la plupart des cas, c'est une raison affective, on revient à l'assimilation, et l'enfant va choisir son parent. Donc vous voyez la difficulté. Alors Gabriel Attal, oui, il dit un certain nombre de choses, mais Gabriel Attal, il essaie de comprendre ce qui se passe. Et il se trompe sur un certain nombre d'aspects, sans compter le fait qu'il a été contredit par son ministre de la Justice dès le lendemain sur un point, et j'espère que je vais penser à vous le redire. Sur la justice. Donc, sur quoi se trompe Gabriel Attal? Par exemple, il dit c'est le fait de la solitude des jeunes, mais c'est absolument faux. C'est-à-dire que lorsqu'on voit les chiffres, une nouvelle fois, on va revenir, je suis désolée, à l'immigration, et à la partie d'immigration qui ne s'est pas intégrée culturellement, alors qu'à notre époque, c'est pour ça que je vous citais, ce qui est très important de l'IFOP, c'est que pour les musulmans d'origine
je dis. C'est-à-dire ceux qui sont nés dans des familles musulmanes, qui ne sont pas nécessairement musulmans, mais qui sont nés dans des familles musulmanes. Pour les plus de 35 ans, il n'était que 25% à placer la charia au-dessus. Donc il y a eu une dégradation. Et donc ce qui s'est passé, c'est que on a eu une cécité. C'est-à-dire les élites occidentales ont trop tendance, pour la plupart, à ne regarder le monde qu'à travers leur filtre culturel. Mais Alors qu'en réalité, par peur, parce que c'est leur logiciel. Il y a un peu de tout. Il y a de l'arrogance aussi. Il faut dire ce qu'il en est. Le fait que ça ne travaille pas beaucoup. Mais allons-y concrètement, Malika Sorel. Donc, il y a beaucoup de raisons, mais il est très important lorsque vous transmettez un message. Il n'y a pas que le transmetteur qui est important. Il y a le récepteur. Comment le message va-t-il être reçu? Et sur la question de la solitude des jeunes, mais c'est complètement faux. C'est justement parce qu'ils vivent au sein de groupes et que le groupe les oblige à se comporter de telle manière que l'État a empêché l'émancipation. Mauvais diagnostic, donc, dites-vous. Mauvais diagnostic. Et ensuite, je reviendrai sur les contradictions apportées par Belloubet, par Sabrina Agresti-Roubache, très vite à ce que dit Gabriel Attal. Et donc, il y a véritablement un problème. Alors, allons-y. Très politiquement, vous avez parlé de l'écart entre les Français, être français de cœur et d'esprit, et le français, on pourrait dire, administratif. Je reprends vos termes. Oui. Vous avez parlé des codes culturels. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, une femme française qui a la nationalité française, mais qui porte le voile, pour vous, peut-elle néanmoins être française de cœur et d'esprit selon vos catégories? Il y a plusieurs difficultés. Quand vous voulez, je vous ai cité le code de la nationalité marocain, et marocain, celui qui est perçu par les autres comme étant marocain. Donc vous pouvez très bien vous sentir français. La question, elle ne réside pas qu'à ce niveau-là. Est-ce que la communauté de la terre d'accueil, valable pour l'Algérie, j'y ai vécu longtemps, on a accueilli beaucoup de personnes qui venaient du Chili, réfugiés politiques après le coup d'État, etc. Donc est-ce que là-bas les Algériens ou les Marocains, et ici les Français, vont vous voir comme quelqu'un qui partage les mêmes principes et valeurs qui structurent l'identité de la France? Après, il y a aussi le fait qu'il y a eu une hypocrisie totale. C'est-à-dire que lorsque vous avez des élites qui nous gouvernent, qui changent d'avis comme de chemise tous les jours. Mais dans votre logique, une femme qui veut envoyer un signal d'intégration devrait retirer son voile? Écoutez, Tahar Ben-Jelloun disait il y a un problème avec le corps de la femme chez certains musulmans, et c'est pour ça qu'on cherche à ce que... Mais quand Marine Le Pen proposait... Excusez-moi Mathieu, il faut que je termine mon propos. C'est pour ça qu'on cherche à cacher le corps des femmes et qu'on les voile. Et lorsque Gilles Kepel a écrit, il y a un certain nombre d'années, dans son livre « Banlieue de la République », lorsqu'il a dit que, et il cite les propos d'un des leaders des groupes fondamentalistes islamiques sur le territoire français, et qui dit qu'ils ont utilisé le voile, ouvrez les guillemets, pour lever des troupes militantes. Alors faut-il l'interdire dans l'espace public? Donc la personne, on va déjà essayer de faire en sorte de faire respecter la laïcité dans les espaces où ça devrait ne même pas soulever de débat, à l'école. Dans la rue? Dans l'université. Dans la rue, je ne vais pas dire moi aux gens enlevez votre voile tout de suite. Non, en Algérie, moi j'ai connu des personnes qui, avec l'âge, mettaient un certain foulard parce que ça devenait la tradition. Et d'ailleurs, on les appelait Hadja parce que, c'est-à-dire la personne qui était censée avoir fait le pèlerinage à la Mecque, elle avait un certain âge. Donc moi, je suis pour le fait qu'on commence par faire respecter ce qui est. Et je veux rappeler ici la responsabilité des politiques. Malika Sorel, c'est-à-dire la laïcité, rien que la laïcité, mais déjà la faire respecter. C'est ça votre position? Absolument, la faire Intégration culturelle, pas d'assimilation parce qu'elle ne se décrète pas, c'est dans le cœur. C'est ça votre position aujourd'hui, qu'on comprenne, parce que ce sont absolument, des notions importantes. Pas d'obligation d'assimilation, mais bien entendu, si les personnes ne s'assimilent pas de naturalisation française, parce que la nationalité française, c'est très important. J'entends, mais comment française, c'est aussi un titre de propriété sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a mis en cohabitation des enfants, et même lorsque vous cédez un bien à vos descendants, donc ils sont copropriétaires du bien. Donc rendez-vous compte de la difficulté, et surtout, ce qui est très important, et je l'ai toujours dit, lorsque vous mettez la charrue avant les bœufs, que vous accordez la nationalité française, qui est aussi un sésame pour échapper à la misère, et on peut le comprendre, vous n'obtiendrez jamais plus aucun effort d'assimilation. Pourquoi? Parce que l'assimilation, c'est quelque chose de très douloureux à un moment donné, parce que vous devez l'opposer à vos propres ascendants. Est-ce que vous avez fait personnellement? Absolument, tout à fait. C'est-à-dire que vous diriez que c'est l'intégration, l'assimilation. Avez-vous eu besoin de laisser de côté vos origines, d'ailleurs, dont vous êtes très fiers, dont vous vous réclamez? Est-ce que vous êtes plutôt intégré ou assimilé? Alors, moi, je suis assimilée. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de la France comme patrie. Je me vis comme un soldat.
Je suis un soldat de la France, comme beaucoup de Français, qui se rendent compte aujourd'hui que la situation est extrêmement grave pour notre patrie, pour notre pays, des citoyens qui viennent de toutes les origines. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enfants issus de l'immigration, et la liste de Jordan Bardella en atteste, aujourd'hui se lèvent bien plus que des Français d'origine. Et moi j'estime, je vais vous dire, en Algérie, si on avait une telle difficulté, ce seraient les Algériens qui se dresseraient en premier. Donc j'appelle les Français d'origine à se lever aussi. Français d'origine, c'est français de souche, autrement dit? C'est les Français de souche culturelle européenne. Et je voudrais dire une chose très importante, Mathieu, qu'il faut rappeler toujours sur l'assimilation. C'est que les Italiens, en dépit de leur grande proximité culturelle, n'ont été que 1 sur 3 à s'assimiler. Rendez-vous compte de la difficulté. Donc comment a-t-on pu imaginer, travaux des historiens Daniel Lefebvre et Pierre Milza, je rends toujours à César ce qui appartient à César. Et donc ce qui est très important, c'est de voir qu'il y avait déjà, et nous avions les chiffres, cette limite de 1 sur 3, comment a-t-on pu penser que des personnes qui venaient d'une culture éloignée, qui a des points d'incompatibilité, il l'a dit par exemple, encore une fois, Tarek Benjeloun, mais c'est également écrit dans un rapport de l'Union européenne qui avait mis en évidence qu'une partie de la culture des personnes qui arrivaient était contradictoire avec la culture d'intérieur. Et Benjeloun disait, l'islam ne changera jamais, c'est aux musulmans de changer et d'adapter leur comportement. Vanessa, vous avez dit cette phrase, je suis un soldat de la France. Oui. Nous sommes en guerre? Oui, absolument. J'estime que nous sommes en guerre. Vous savez, il y a un livre qui est extrêmement bouleversant, Livre à mes fils, de Paul Doumer. Il faut que les Français aujourd'hui aillent lire Paul Doumer, un homme extraordinaire qui a perdu 4 de ses 5 fils lors de la Première Guerre mondiale. Non. Et il expliquait que il y avait 2 dangers dans un pays et devions en permanence, c'était 1906 lui. Et donc il disait le danger des cosmopolites, et il disait ces cosmopolites sont un danger pour la nation. S'ils prenaient le pouvoir demain, ça serait terminé pour la nation. Les cosmopolites, madame, c'est tous ceux qui ont... C'est qui aujourd'hui les cosmopolites? Beaucoup des gens, par exemple... Glucksmann, Mélenchon, tous ceux qui prônent la société multiculturelle, c'est-à-dire la dissolution des peuples européens. Vous êtes en guerre contre eux. Donc, je n'ai pas dit que je suis en guerre. Je n'ai pas dit que j'étais en guerre contre eux. Je rappelle les propos de Paul Doumer et il met le cosmopolitisme en termes d'ennemis au même niveau que s'il y avait des personnes, des grands groupes de l'étranger qui venaient. Ces gens-là menacent la France. Mais est-ce que vous voyez le résultat auquel nous sommes confrontés aujourd'hui à cause de l'importation? Mais ils portent une part de responsabilité. On ne peut pas avoir exercé des responsabilités et n'en récupérer que les privilèges. On n'est pas sous l'Ancien Régime. Il faut aussi payer pour ce que nous n'avons pas fait. Et pire, pour les erreurs qui ont été commises et qui nous amènent à cette situation. Et au minimum, il faudrait qu'ils reconnaissent et disent le multiculturalisme nous a conduits au chaos actuel. Redressons-nous tous ensemble. On va marquer une pause. On va également insister sur l'hyperviolence de certains jeunes, dénoncés, en tous les cas actés par le Premier ministre. Là encore, est-ce que vous y voyez un sursaut ou encore un reniement? Et puis on viendra sur les européennes. Bien sûr, Malika Sorel, votre rôle, Jean-Luc Mélenchon, des propos chocs, une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. On poursuit ce grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos avec notre invitée Malika Sorel, numéro 2 sur la liste du Rassemblement national. On va bien sûr parler des élections européennes, mais tout d'abord dans l'actualité, toujours l'émotion, l'effroi et la colère après la mort de Philippe, 22 ans, à Grande-Synthe. Vraiment une vague d'émotions très vive. 2 mineurs déjà connus par les services de police ont été mis en examen et sont en détention provisoire. De quoi cette hyperviolence est-elle le nom, Malika Sorel? On entend beaucoup de grands mots qui sont lancés dans le débat public et politique, décivilisation, ultra-violence. Que diriez-vous? Alors, je dirais que d'abord, il ne s'agit pas de décivilisation, ça dépend. C'est-à-dire qu'on essaie d'englober à chaque fois dans toutes les causes. Non, parfois on a des situations dont les conséquences sont similaires, mais les causes sont différentes. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Quand je vous disais tout à l'heure, il y a des jeunes dont le problème, c'est le fait qu'ils vivent tous en groupe, en grappe, et qui sont dans la rue. En Algérie, pour certains, on disait ils tiennent les murs. Quelle est la raison? Pourquoi beaucoup de jeunes sont dans la rue, dans certains quartiers? C'est le taux de natalité. C'est-à-dire que, et ça avait été sourcé là aussi, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accueillir leurs amis, comme nous tous, nous accueillons les amis de nos enfants chez nous, ils ne peuvent pas les accueillir
à cause de l'exiguïté des logements, mais l'exiguïté, c'est pas dans l'absolu, lié au taux de natalité, et également parce que les garçons ne peuvent pas ramener leurs copains à la maison, parce qu'à la maison, il y a maman et les sœurs. Donc la loi du nombre produit de telles conséquences. Absolument, tout à fait. On a aujourd'hui, au travers des phénomènes de diaspora, dont avait parlé la constitutionnaliste Dominique Schnapper, on a le fait que nous avons plusieurs peuples sur un même territoire. C'est là, il y a des frictions. Plusieurs peuples sur un même territoire. Oui, absolument, tout à fait. Et quels sont ces peuples? Plusieurs peuples, c'est-à-dire chaque peuple porte... J'entends, mais quel peuple? Il y a le peuple français, le peuple quoi? Quels sont les autres peuples? C'est en fonction... les psychologues disent la culture, c'est la pression que le groupe exerce sur le développement psychophysiologique des individus. Donc, les groupes, c'est en fonction des contraintes que vous allez mettre sur les individus. Vous dites, il y a plusieurs peuples. Oui, lesquels? Il y a ceux qui partagent la même culture, que l'on peut traduire par les principes de liberté individuelle, respect de la liberté individuelle, égalité homme-femme, et fraternité qui transcende la religion, et bien entendu le respect de la laïcité. J'insiste sur le terme, il y a d'autres peuples que le peuple français en France? Mais bien entendu. Alors lesquels? Alors je vais vous dire. Mais moi je dis, il faut faire confiance aux téléspectateurs, ils savent décrypter. À partir du moment où vous ne pardonnez-moi, moi je ne parle pas. Dites les choses. Je vais vous dire les choses. Parce que vous cherchez à enfermer les choses. Demain, imaginez, j'ai parlé des Italiens, imaginez demain, vous avez un flux migratoire très important d'Inde. Est-ce que vous avez suivi régulièrement les viols collectifs en Inde, etc. C'est l'islam? Que nenni. Vous comprenez? Donc ce que vous allez chercher, c'est m'enfermer dans une case. Non, Donc, on vous envoie pas vous enfermer, Madame Sorel. Vous nous disiez concrètement à partir du moment où les personnes, et nous voyons la traduction, parce qu'on parle de violence, qu'est-ce qui s'est passé? Un des enfants qui a été tué parce qu'il envoyait des SMS à une fille. Certains ont employé l'expression de crime d'honneur ou plutôt de déshonneur. Mais oui. Et d'ailleurs qui fait plutôt référence, je le dis, à des pays comme l'Inde, comme le Pakistan, etc. Ce sont des expressions que moi, rarement entendues de l'autre côté de la Méditerranée. Oui. Que ce soit Shamseddine à Viry-Châtillon, que ce soit Samara à Montpellier. Absolument. Quelle lecture vous faites? Et là, on ne veut pas du tout vous enfermer, on veut connaître votre matrice intellectuelle sur ce sujet. Ma lecture, c'est la suivante. Les principes qui structurent l'identité d'un peuple doivent être respectés sur un territoire donné, et je l'ai toujours traduit en disant on ne bouscule pas un peuple sur son territoire. Parce qu'il y a ce que moi j'ai appelé l'inconscient collectif des peuples, ce que Stéphane Rosès, le grand professeur de politique, appelle l'imaginaire des peuples. Et ça, vous ne pourrez rien faire contre. Et tant que le politique, et là ça fait 40 ans que le politique agit à rebours de cet imaginaire, de cet inconscient collectif des peuples, un jour, et c'est l'enjeu, un jour les peuples vont se réveiller. Et je vais simplement, Sonia Mabrouk, vous rappeler quelque chose. Claude Lévi-Strauss, l'un de nos plus grands anthropologues, avec Marcel Mauss, dont je parle beaucoup dans mes livres sur la solidarité. On n'aura pas peut-être le temps d'aborder, parce que c'est une des solutions, c'est d'essayer de réactiver les processus de solidarité au sein de la société. Claude Lévi-Strauss, que disait-il? Que les peuples ne vivent pas trop près les uns des autres, sinon c'est la guerre. Oui, mais alors c'est le face-à-face que vous nous annoncez, Madame Sorel, en France? Mais vous pensez qu'elle n'a pas déjà commencé? Elle a commencé, la guerre civile a commencé en France. Absolument. Lorsque vous voyez dans certains territoires des personnes qui ne peuvent plus s'y rendre, lorsque vous voyez des personnes attaquées au faciès, la guerre civile, c'est y compris des groupes mais de populations les unes contre les autres. C'est ça que ça commence à bas bruit. Le politique doit en prendre la mesure. Nous sommes déjà face à des affrontements et ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque vous aviez dans certains quartiers des barrages qui étaient effectués où on demandait aux habitants, quelle que soit leur origine, on leur demandait de montrer leur papier d'identité pour dire s'ils avaient le droit de rentrer ou pas. Lorsqu'ils avaient des gens comme là à Bordeaux, des personnes qui en Algérie sont restées en vie, arrivent en France, elles boivent du vin, elles sont assassinées. C'est une guerre de religion qui est déjà déclarée sur le territoire. Entre quelles religions? Parce que ce soit à Viry-Châtillon, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Bordeaux, là les victimes sont... Alors à Bordeaux, elles sont de nationalité algérienne. Oui. À Viry-Châtillon ou à Montpellier pour la jeune Samara agressée, française, de confession musulmane. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur aussi, c'est l'islam qu'il ne faut pas laisser aux islamistes. Quel message vous portez par rapport à ces Français musulmans aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est ce qui s'est passé dans tous les pays musulmans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça a commencé dès le général Gamal Abdel Nasser,
lorsqu'il commençait à tirer la sonnette d'alarme, et à l'époque, lorsqu'on revoit, les femmes étaient libres. C'est très important, la question des femmes. Tocqueville disait, la femme, c'est ce qu'il y a de plus important, les mœurs, et c'est pour ça que c'est un objet politique. Emmanuel Todd l'a écrit également, le statut des femmes bas ou élevé est primordial parce que c'est un élément sur lesquels les peuples ne sont pas prêts à transiger. De quoi et donc, c'est au travers de ça, le commencement donc, parce que là, vous citez des pays, Oui, vous avez oui. connu en Algérie une période extrêmement sombre, extrêmement terrible, avec la fameuse période noire où il y a eu des milliers absolument, d'assassinats. Ce n'est pas ce qui peut arriver en France. ça peut. Ce qui se passe en Algérie, et nous sommes nombreux Alors. à avoir vu la montée du fondamentalisme religieux, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que tout le monde se conforme à la lettre à des fondamentaux religieux d'il y a plusieurs siècles. Et j'ai toujours dit aussi, pour pas qu'on reste enfermé que dans cette question, c'est parce que le politique, son rôle, c'est de regarder en permanence tout ce qui peut se produire pour pouvoir anticiper et avoir une vision. C'est ça le rôle du politique, c'est d'avoir une vision. C'est ce qu'on demande à un politique. On ne le demande pas au quotidien, est-ce que mon stylo doit être rouge ou noir, etc. C'est voilà le point d'arrivée, voilà sur quoi nous ne cédons pas. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est que à chaque fois que les personnes dérogent à cette règle, on essaie de les dissuader, et nous sommes aujourd'hui dans un climat de terreur qui a eu cours dans un certain nombre de pays. Regardez en Tunisie ce qui s'est passé sous Bourguiba. Et regardez la Tunisie après ce qui s'est passé, parce qu'on a fermé les yeux sur un certain nombre de choses, et ça va très très vite. C'est pour ça qu'il ne faut pas ramener cela. C'est l'Algérie des années 90, la France d'aujourd'hui? Je vais pas c'est ce que vous venez de nous comparer. dire. Il y a des traits que nous devons. Oui, il y a des traits qui sont similaires, c'est-à-dire le fait que les individus ont été dépossédés de la possibilité de choisir leur manière d'être, leur manière de se comporter. Et je peux vous dire que ça va très très vite. Et ce que les politiques n'ont pas compris en France, et je vais dire, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que par exemple, sur un point précis, parce qu'il faut être précis, il ne fallait pas organiser l'islam en France. Il ne fallait pas. Ce n'est pas le rôle, Il ne de la fallait pas. responsabilité de l'État. C'est contraire d'abord à la loi de 1905. L'État doit contrôler les conséquences, mais ne pas s'immiscer dans le culte. Et pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas organiser l'islam en France? Parce qu'il fallait tout faire pour que les musulmans d'origine... C'est Pierre Joxe, ça a commencé avec Pierre Joxe. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est créer les conditions pour que les musulmans d'origine puissent s'émanciper de leur groupe. Qu'est-ce qu'on fait avec l'organisation de l'islam? On leur dit « Ah, vous êtes une communauté » Pour que les musulmans et après, on va leur reprocher, on va leur dire « Ah, mais pourquoi est-ce que vous ne réagissez pas? Il faut que vous... » Mais vous vous rendez compte, on leur demande, on leur dit absolument. Et maintenant, on constate le séparatisme. Donc, il est urgent que le politique reste à sa place, comprenne qu'il doit sanctionner les conséquences, c'est-à-dire, c'est pas que la laïcité. Lorsque Abdelhamid Deb parle du voile comme une atteinte à la légalité homme-femme et la dignité, feu, absolument. Le grand Abdelhamid Deb, lorsqu'il dit le voile est une atteinte, ça rejoint Tarek Jeloun, à l'égalité entre les hommes et les femmes et la dignité, ce n'est pas la laïcité, ce sont les principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et le préambule. Et c'est très important de le mentionner. C'est ce qu'on a perdu de vue. Vous avez utilisé une formule forte, vous avez dit il y a une guerre de religion aujourd'hui. Oui, absolument. Quelles sont les religions en guerre Oui, et je précise pour l'intelligibilité que c'est le Premier ministre qui a repris cette phrase à vérification. Donc vous utilisez cette formule, vous dites il y a une guerre de religion. Il y a une guerre de religion, absolument. Alors, lesquelles? Alors, nous sommes déjà en guerre de religion, mais depuis très longtemps. C'est-à-dire, ça a commencé à bas bruit, le fait de rejeter tout ce qui est dans la République française, tout ce que porte la République française. Et j'avais écrit déjà en 2007 que si les enseignants, les policiers, je citais déjà les enseignants, les policiers étaient agressés, ce n'était pas parce que c'était mal conduit ou quoi que ce soit d'autre, ou parce qu'il y avait des pseudo-raisons socio-économiques. Ce que reprend le Premier ministre Gabriel Attal, il parle encore de questions de politique de la ville, donc il s'égare. Il faut qu'ils comprennent que le sujet n'est pas là. Ce n'est pas du tout une question économique. L'ONU l'a mis en évidence dans des chiffres que Pierre-Antoine Delomé... de logement, de regroupement de logement, il n'y a pas de problème sociaux. Tout a été bien fait sur ce sujet, Malika Sorel. Ça ne justifie pas, après, Mathieu, je réponds sur la question des religions, ça ne justifie absolument pas ce Les ghettos, tout ça, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de ghetto en France. Ça, c'est ce que Manuel Valls a dit. Il a commencé à parler de ghetto, d'apartheid, d'État, ce qui avait révulsé à juste titre Nicolas Sarkozy, disant, avec tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons donné, comment est-ce que le Premier ministre Manuel Valls ose parler, il était Premier ministre à l'époque, Valls, ose parler d'apartheid, d'État. Peut-être que l'argent a été mal utilisé, mais vous dites qu'il n'y a pas de quartier communautarisé, de ghetto qu'on a fabriqué nous-mêmes. On ne les a pas fabriqués.
C'est-à-dire que c'est la conséquence. Lorsque vous avez un flux migratoire, et là c'est une question décisive, il faut faire un moratoire sur l'immigration. Il faut que les politiques soient raisonnables. On constate que nous avons échoué l'intégration culturelle pour un nombre qui n'est pas négligeable. Il faut arrêter de parler de minorité simplement. C'était qu'une minorité, on n'en serait pas à ce que le Premier ministre fasse le discours politique général qu'il a fait. Donc il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas une question socio-économique. Rendez-vous compte. Les personnes arrivent de leur pays. Elles n'ont rien là-bas. Là-bas, ça se passe très bien. Elles ne vont pas aller se révolter contre la police, contre les enseignants. J'ai étudié en Algérie. Personne ne pouvait broncher en classe. Ça ne traversait même pas l'esprit de quelqu'un de défier l'autorité du maître. Ils arrivent ici, ils se révoltent contre l'école, contre les enseignements, contre l'enseignement de ci, l'enseignement de ça. Et on va dire, oh, les pauvres petits, c'est à cause du fait qu'ils n'ont rien. Non, mais vous plaisantez. Il faut arrêter avec ça. Il faut que les politiques cessent de justifier la violence. Eh bien, on va en parler puisque c'est la bataille aussi, évidemment, et la campagne des Européennes avec notamment ces sujets. Une courte pause et on se retrouve. Et nous parlons des élections européennes. Nous allons parler évidemment du Rassemblement national. Vous avez rejoint Malika Soral. Mais tout d'abord, la France insoumise. Après l'interdiction de sa conférence à Lille, Jean-Luc Mélenchon a tenu des propos chocs sur le président de l'Université de Lille qui ont beaucoup heurté. Et, il a en fait établi une sorte de lien conceptuel entre Eichmann. Il a convoqué le souvenir d'Eichmann, le criminel nazi, pour le comparer avec ce responsable de l'université de Lille. De quoi Jean-Luc Mélenchon est-il le nom aujourd'hui que vous citiez, vous avez cité, en tout cas vous connaissez ses propos et ses écrits. Qu'est devenu Jean-Luc Mélenchon à vos yeux? Alors, Jean-Luc Mélenchon était l'un des plus grands et les plus fervents laïcs. Et il illustre à la perfection la dérive du parti de l'élite politique en raison de ce que j'ai dit tout à l'heure, le clientélisme politique. Donc c'est le principe de réalisme. Donc pour vous. Ah oui, pour moi c'est du clientélisme électoral et c'est ce clientélisme-là qui a nourri le communautarisme et puis le séparatisme. Parce qu'au bout du bout, c'est ça le danger. C'est le séparatisme, c'est-à-dire que nous ne formons plus un peuple un et indivisible, mais nous avons plusieurs peuples sur le territoire. Et je vous rappelais les propos de Claude Lévi-Strauss. Donc l'enjeu est extrêmement important. Mais je renverrai d'abord les propos là, de Jean-Luc Mélenchon sur le président d'université. Ils sont... je vais utiliser un mot qui avait été utilisé, abracadabrantes, qui sont tellement pitoyables que pour moi, est-ce qu'on doit les relever? Non. Par contre, il est évident que, parce que j'avais été interviewée en 2017 par Olivier Delagarde pour France Info sur la liberté d'expression, et à l'époque j'avais dit je souhaitais sanctuariser la liberté d'expression parce que c'était une émission « Vous, président, que feriez-vous » La première décision, j'avais dit je sanctuariserai la liberté d'expression. Donc Jean-Luc Mélenchon et j'avais rajouté que la liberté d'expression avait une borne si vos propos appellent à vous en prendre physiquement aux individus ou aux biens. Là, dans quel cadre sommes-nous? Nous ne sommes pas du tout dans le cadre d'une liberté d'expression, c'est-à-dire nous allons débattre, etc. Nous sommes dans le cadre où il était affiché sur leur affiche de meeting, parce que c'est un meeting politique en réalité, le fait que Israël était rayé de la carte, c'est-à-dire Palestine. Le peuple Israël est rayé. Sincèrement, est-ce qu'une démocratie peut autoriser des propos génocidaires? Moi, je pense que non. Il y a, puisqu'il parle d'histoire, il y a un précédent historique, il y en a même deux. Le précédent historique dans les années 30, et même Hitler avait tout écrit dans Mein Kampf, les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Donc là, eux, ils affichent la couleur. C'est-à-dire, Rima Hassan, c'était déjà prononcé par le passé, parce qu'elle ne surgit pas, Rima Hassan, elle était déjà connue. Et donc, il y a ça. Oui. Et je voudrais rappeler également quelque chose qui est plus proche dans l'histoire, c'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne, c'est-à-dire au nom de la liberté d'expression, le fait que dans Hyde Park, les gens disaient « Allez, on va tuer les mécréants », et regardez aujourd'hui ce qui se passe en Angleterre. Madame Sorel, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, selon vous, verse dans l'antisémitisme? Lui, personnellement, moi je ne le connais pas, donc je ne peux pas le dire est-ce qu'il est antisémite ou pas, mais c'est évident pour moi que le fait qu'il mette Rima Hassan, d'origine palestinienne, sur sa liste, vise un certain électorat et il essaie d'attiser des ressorts de la haine. Et je renverrai là, parce qu'on n'a pas le temps de développer, à l'analyse de Kamel Daoud dans Le Point, qui est extrêmement précieuse et précise et qui fait un portrait croisé entre, parce que c'est ça qu'il faut garder en tête, quel est le projet politique porté au travers de la figure de Rima Hassan et au travers de ma figure, moi, en tant que aujourd'hui femme politique. Dites-le nous, tout le monde n'a pas lu l'excellent Kamel Daoud, de quoi s'agit-il? Deux projets s'affrontent. Vous avez le projet
de la repentance et la culpabilisation de la terre d'origine, avec à chaque fois un retour sur investissement, la France n'a pas assez fait, donnez-nous, etc. Et l'importation des problèmes qui se passent dans les pays d'origine sur le territoire français. Kamel Daoud dit d'ailleurs dans cet article que LFI, à ses yeux, ressemble de plus en plus au régime autoritaire arabe. Je renvoie son article. Et moi, il me décrit comme étant portant le projet politique de l'assimilation, c'est-à-dire vous êtes coopté par le peuple français, vous devez respecter la créolisation, si on vous entend bien. Pas créolisation versus communautarisme, séparatisme et importation des tragédies d'ailleurs ici. Et je veux rappeler que l'assimilation ne peut pas se faire si les personnes, et donc leurs parents aussi, et l'État construisent un socle de reconnaissance. Vous ne pouvez pas passer votre temps à cracher sur le pays d'accueil et ensuite dire « moi je suis assimilée », ce n'est pas possible. Malika Sorel, on entend votre discours aussi et votre amour, comme vous le déclamez, de la France. Est-ce que vous auriez pu rejoindre le FN version Jean-Marie Le Pen? Non. Pour quelle raison? Pour ces raisons-là aussi. C'est-à-dire qu'il avait un amour des mots, des calembours. Il semblait s'amuser davantage des mots et faire fi de la souffrance, faire fi de l'histoire. Et donc, c'est quelque chose qui me choquait profondément. Et sur le sujet, donc ça c'est sur l'antisémitisme, et sur la question de l'immigration-intégration, le fait qu'il versait justement dans ses attaques du parti de la population française, et donc faisant fi de la souffrance liée au passé et à l'histoire dramatique, il nous empêchait de traiter les sujets de l'immigration, intégration. Et aujourd'hui, Marine Le Pen, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que c'est une républicaine. Aujourd'hui, c'est elle sur l'échiquier politique et je considère que c'est le seul vote utile. Alors pourquoi vous n'avez pas rejoint, par exemple, les LR? Pourquoi ne pas avoir rejoint Reconquête? Pourquoi aurait-elle le monopole de la République? Elle n'a pas le monopole. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se saisisse de ces sujets. Mais pourquoi elle davantage, selon vous? Parce que, pour moi, elle a une vision. Et c'est le cas aussi de Jordan Bardella, qui, moi, ils ont la même vision, parce qu'il est très jeune, il a une vision, c'est-à-dire il sait ce qu'est la France, il sait où nous devons l'amener. Paul Doumer, je renvoie de nouveau à la vision de Paul Doumer, il sait ce qu'on peut faire, ne pas faire. C'est cette vision, c'est-à-dire servir l'intérêt supérieur de la nation, indépendamment des origines. Vous me posez la question de LR. LR, pourquoi? Donc, je répète, c'est le seul vote utile, et je vais absolument parler de ce qui se trame aujourd'hui dans l'Union européenne, parce que ça va être extrêmement précieux pour le vote. Pour LR, excusez-moi, mais LR, le directeur de cabinet François-Xavier Bellamy, j'estime énormément François-Xavier Bellamy. C'est un homme très intelligent, mais son directeur de cabinet, je renvoie au collectif du 31 mai, a participé à l'essor et même à l'explosion du flux migratoire estudiantin. Je n'ai pas le droit de... Donc c'est le fait d'être en conformité avec les actes. Vous estimez que tous ceux qui ont gouverné de près ou de loin ces 15 dernières années sont responsables de ce qui est... En partie, bien sûr. Mais pour ça, vous avez choisi le... Non, je ne suis pas restée à LR parce que LR d'aujourd'hui n'a plus, pour moi, plus rien à voir avec le LR de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. J'en ai beaucoup, on n'a pas le temps, mais j'ai développé sur ça. Donc je rappelle le collectif du 31 mai. Vous ne pouvez pas dire je vais lutter au niveau de l'Union européenne. Je vais lutter. Bellamy ont rien à voir avec François Fillon. Ah ben écoutez, il y a une contradiction majeure, parce qu'avec François Fillon, les choses étaient claires par rapport aux enjeux, à l'immigration, le flux migratoire, par rapport à la défense de la laïcité. Là, vous dites, je veux lutter contre les flux migratoires. En même temps, vous prenez comme directeur de cabinet... Marine Le Pen, elle est héritière de François Fillon. Pour moi, mais je vais pas parler en ces termes, et je vais certainement pas parler à la place de François Fillon, que je connais, que j'adore. Donc, je vous dis qu'aujourd'hui, sur l'échiquier politique, le seul parti politique qui porte, pourquoi, parce que moi je Madame pense, Sorel, pourquoi et ce que d'autres ont porté, et parce que je ne suis pas la seule, c'est la liste de Jordan Bardella aux européennes. Et sur Reconquête, je vais dire un mot, sur Reconquête, il faut quand même garder à l'esprit, Marion Maréchal en a parlé, qui font une alliance avec Giorgia Meloni, qui va la der Leyen. Donc on ne peut pas dire on va lutter contre la politique européenne de Macron et von der Leyen. Et puis il y a deuxième chose à laquelle je tiens. Juste une question sur Reconquête, c'est que le Rassemblement national a une approche de la France et de son identité au travers des Français de cœur et d'esprit, donc l'aspect culturel et affectif. Attendez, ça veut dire et les autres reconquêtes, pas ethno-raciales. Alors que Éric Zemmour, il a suffisamment dit, donc on va le redire, et c'est peut-être pas la position de Marion Maréchal, je suis même quasiment sûre que c'est pas sa position, mais tout de même,
à une approche comme Nadine Morano au travers d'une France par rapport à l'ethnie, la race, la religion. Et je veux le dire ici, qui a été attribué par Alain Peyrefitte à De Gaulle. Et c'est faux. De Gaulle ne peut pas On vous avoir entend, dit Madame ça. Sorel, là, sur le vote utile pour Madame Le Oui. Pen. Pourtant, vous avez fait des offres de service à Emmanuel Macron. Et vous l'avez reconnu. Vous étiez prêt à travailler avec lui. Et vous nous expliquez aujourd'hui que le seul vote utile, c'est Marine Le Pen. On a du mal à vous suivre. Mais que fait Emmanuel Macron ? Il veut porter la République française. J'ai pas fait des propositions d'Emmanuel Macron. Au président de la République, ce n'est pas pareil. Je sers la France, je vous l'ai dit, je suis un soldat. Que fait Emmanuel Macron aujourd'hui ? Il s'apprête à faire voter, et la résolution a déjà été votée le 22 novembre dernier, faire passer la majorité qualifiée, c'est-à-dire que demain, et vraiment écoutez bien ce qui est en train de se tramer au niveau de l'Union européenne, ça a été déjà favorable. Écoutez, demain, les choses pourront se décider et se décideront à la majorité qualifiée, c'est porté par le parti d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que le peuple français pourra se voir, le peuple français, mais j'aurais combattu ça. Non, donc vous voulez travailler avec lui tout en sachant qu'il était fédéraliste européen. Non, mais c'est important, Madame mais moi Sorel. j'ai toujours voulu convaincre les gens, je crois en ma capacité dans son de conviction. gouvernement fédéraliste Et donc, européen. je finis sur le fond, s'il vous plaît, c'est très important, c'est l'enjeu décisif des prochaines élections. C'est-à-dire, nous sommes appelés le 9 juin à trancher, voulons-nous que les nations et les peuples existent ou soient effacés, c'est-à-dire que voulons-nous que la majorité, le vote à la majorité subsiste ou que les Français passent à la majorité qualifiée, c'est-à-dire c'est l'enjeu des Européennes, c'est-à-dire que les Français, même lorsqu'ils décideront du président de la République, il n'y aura plus aucun impact parce que tout sera décidé au niveau de l'Union européenne à la majorité qualifiée, l'Union européenne qui veut se doter d'un président de l'Europe. C'est la mort des États et des nations. Numéro 2 de la liste RN de Jordan Bardella. Merci pour ce grand rendez-vous. Je précise que tous les grands rendez-vous à venir vont évidemment s'adapter aux élections européennes, recevoir toutes les têtes de liste ou numéro 2 en tous les cas. Merci encore. Je remercie mes camarades. Merci aussi pour cette belle progression du grand rendez-vous. C'est grâce à vous. Et merci surtout à vous. C'est grâce à vous qui nous regardez. Je vous souhaite un très très bon dimanche et à très vite.